va aller plus loin avec notre invité ce soir, Xavier Gorce. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Dessinateur, illustrateur, graphiste, vous êtes le père des indégivrables, le papa des pingouins, comme on dit, dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire cette décision du New York Times? Est-ce que vous êtes surpris, finalement, pas si étonné que cela? Est-ce que vous êtes choqué? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, je suis surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça des espaces de dessin de presse qui se réduisent de façon aussi brutale et aussi radicale. C'est très étonnant de voir qu'à cause d'un dessin, finalement, c'est tout un espace de dessin qui est supprimé. Alors bon, ça pose pas mal de questions. Ce qui est un petit peu étrange là-dedans, c'est qu'on a l'impression que comme dans un troupeau de vaches, quand il y a une vache malade, on liquide tout le troupeau. Là, il y a un dessin qui pose problème et puis on supprime le dessin de presse. Bon, c'est effectivement une solution radicale et de facilité, mais bon. Pour ce qui est de ce dessin qu'on vient de voir dans le sujet, vous trouvez qu'il a franchi une ligne rouge? Vous aussi, il vous dérange? Il y a quelque chose qui vous choque? Vous la trouvez justifiée, cette polémique? Au moment de la polémique, j'avais bien évidemment regardé le dessin, et puis effectivement, je trouvais qu'il n'était pas très bien calibré. Il y a des ambiguïtés dedans, c'est-à-dire que la représentation de l'État d'Israël, c'est pas tellement la représentation de Benjamin Netanyahou en chien ou de Trump en aveugle, c'est juste l'utilisation de symboles religieux pour représenter l'État d'Israël. Alors ça fait un peu, on commence à rentrer là-dedans dans un dessin qui laisse supposer qu'il y a un lobby juif, donc on peut rentrer un peu dans cet antisémitisme. Donc je trouve que le dessin est mal calibré. Je ne sais pas si c'est mal intentionné ou pas, je pense que c'est plutôt une maladresse du dessinateur que... C'est intéressant de votre part à vous en tant que dessinateur. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas tout dessiner? Mal calibré, qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public? Ça veut dire qu'il y a quand même des choses à ne pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est des choses qui expriment pas exactement ce qu'on a envie de dire. Parce que quand on utilise mal les signaux du dessin, quand on utilise mal le langage du dessin, qu'on dérape, qu'on fait une erreur, ça arrive à tous les dessinateurs, forcément le discours n'est pas interprété comme il faut. Et du coup, ça prête le flanc à des malentendus. Et puis, donc, ça peut déraper sur des polémiques et des choses comme ça. Alors, en attendant, beaucoup craignent pour la liberté de la presse, une porte ouverte à la censure. Vous avez carrément entamé des démarches, parce qu'il y a ce vrai danger, des démarches auprès de l'UNESCO, expliquez-nous. Oui, alors avec un collectif d'illustrateurs de presse, de dessinateurs de presse, on a lancé une campagne de signature pour porter une déclaration au niveau de l'UNESCO. Là, actuellement, on est à peu près 250 signatures de dessinateurs du monde entier, de tous les pays. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'UNESCO, on reconnaisse le dessin de presse comme un droit fondamental. Alors, on peut poser la question... Pourquoi spécifiquement pour le dessin de presse un droit fondamental, étant donné qu'il y a déjà le droit fondamental à la liberté d'expression, qui est dans l'article 19, si je ne dis pas de bêtises, de la Déclaration des droits de l'homme. Je ne suis pas tout à fait certain, mais bref, le dessin, il a une spécificité. Le dessin, il utilise l'humour, la dérision, la moquerie, la caricature, etc. Et donc, c'est une des spécificités de ce mode d'expression. Et on voit que c'est la chose qui pose le plus de problèmes. L'humour, ça désacralise. L'humour, ça fout en l'air la pompe. Ça se moque des gens qui veulent qui veulent sacraliser des choses pour éviter d'avoir de la contestation. Donc c'est vrai des pouvoirs politiques, des pouvoirs religieux, des pouvoirs économiques. Donc dès qu'on n'a pas envie de se faire trop critiquer, on essaye de rendre la chose sacrée. Et le dessin, à travers le dessin, en utilisant l'humour, on désacralise, on tourne en ridicule la pompe. Et c'est ça qui pose problème par rapport au pouvoir, spécifiquement avec le dessin de presse. Vous, en tant que dessinateur de presse en France, est-ce que vous vous sentez complètement libre, limité? Pendant que vous parlez, on va justement voir quelques dessins que peut-être certains téléspectateurs vont découvrir, mais il n'y a jamais de limite, jamais d'autocensure, jamais une rédaction qui vous dit « Ah non, là, stop, tu vas trop loin ». Oui, alors là, oui aussi, il faut faire la différence entre ce qui peut être de la censure, de l'autocensure et des choix éditoriaux. C'est-à-dire qu'une rédaction a parfaitement le droit, c'est complètement légitime de dire non, ça on ne prend pas. C'est la même chose que pour un article. Bien sûr. Il y a un angle, il y a une orientation du journal, et forcément, un journal communiste ne va pas prendre un dessin ultralibéral. Donc c'est dans la logique du type de langage qu'on utilise dans un support. Et peut-être un élément d'explication à cette mise en danger de la liberté de la presse, elle nous vient de Patrick Chapat, qui dessine pour le New York Times, justement. Et voilà
Voilà ce qu'il nous dit. Nous vivons dans un monde où la horde moralisatrice se rassemble sur les médias sociaux et s'abat comme un orage subi sur les rédactions. Twitter est un lieu de fureur, pas de débat. Le ton de la conversation est donné par les voix les plus déchaînées et les foules en colère suivent. Il met clairement en cause les réseaux sociaux. Est-ce que vous aussi vous les mettez en cause? Est-ce que vous vous dites qu'ils ont marqué un tournant pour votre métier, pour votre travail? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on dessinait dans un journal, dans un titre, on était lu par les lecteurs de ce journal. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient les mêmes codes politiques, éthiques, etc. Et qui les acceptaient comme tels. Qui comprenaient. C'est-à-dire que quand on fait un dessin très ironique sur une personne, ça ne va pas être interprété pour du racisme ou pour de l'attaque sur une communauté, etc. Tout le monde sait qu'on est en deuxième lecture, second degré. Voilà, il peut y avoir tout ça qui est introduit. Et donc l'humour, c'est une affaire de connivence. C'est des codes. Et à partir du moment où on exprime quelque chose de façon humoristique, la personne qui est en face sait ce qu'il y a derrière, c'est d'implicite. Dès qu'on rentre dans une diffusion beaucoup plus massive que le lectorat habituel, on rentre dans une espèce de masse de gens qui n'ont pas du tout les mêmes codes, qui ne connaissent pas votre parcours, qui ne savent pas tout ce que vous avez pu faire avant, qui peuvent venir pondérer tel ou tel dessin. Le dessin est extrait de son contexte. Il est donc décontextualisé, monté en épingle. Et alors, on a la faune, effectivement, dont parle Chapat. Horde moralisatrice. La horde, moi j'appelle même ça des chiens de chasse, quoi. Donc des gens qui ne sont là que pour aboyer. Et derrière, on a des gens qui les excitent. On a des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent porter justement la fureur sur les réseaux. C'est une façon de déstabiliser les structures, les sociétés, les journaux et la liberté d'expression. Charlie Hebdo vient de publier une nouvelle une qui, là aussi, fait polémique. Alors, on n'est plus du tout, évidemment, dans le contexte des caricatures de Mahomet. On va la voir, vous la voyez, cette une sur la Coupe du monde de foot féminin. Et évidemment, elle heurte, elle choque un peu. Elle vous heurte aussi? Elle vous choque aussi, là aussi? Vous parleriez de codes mal placés, de choses ce qui est mal placé, c'est pas le code, si je peux me permettre. Oui, bon, d'accord, mais alors... Non, ce qu'on a là sur ce type de dessin, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas qui sont les gens qui s'attaquent à Charlie Hebdo et où ça pose problème. Est-ce que ce sont des ligues de vertu? Est-ce que ce sont des féministes? Est-ce que ce sont des footballeurs en colère? Est-ce que... Voilà, donc c'est un petit peu étrange de voir ça. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on a publié déjà, une représentation de chatte, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est plus quelque chose qui doit poser problème dans l'espace public. Voilà, il faut revenir un peu à la raison. Là, c'est n'importe quoi de rentrer dans des polémiques comme ça pour un dessin comme celui-ci. En quelques secondes, ça veut dire que depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, et on sait que ça a coûté très cher, on n'a pas fait de progrès? On n'avance pas ou on recule? Je pense qu'il y a une frilosité qui est en train de s'emparer un petit peu de l'ensemble de l'espace public. Et pour revenir un petit peu à cette histoire du New Yorker, pas du New Yorker, du New York Times, là, on sent une frilosité des éditeurs par rapport justement à cette montée de l'intolérance sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, parce que si les éditeurs, si les rédactions sont plus capables d'assumer des choses qui sont un peu clivantes et un peu provocatrices, effectivement, on va arriver à un lissage complet de l'expression. Et puis, il y aura l'aseptisation. Mais ça ne concerne pas que le dessin de presse, ça concerne toute l'expression. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Xavier Gorce, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Vous êtes dessinateur, illustrateur, graphiste et on vous connaît notamment pour les indégivrables qu'on retrouve dans le monde. Merci beaucoup.